Ok. Bah donc on va bientôt démarrer. Il Mhm. est Ça marche, ouais, je vois qu'il y a 8h59. déjà des participants. Ok, bah donc on va commencer, puisqu'il est 9h pile, on va commencer, ça va faire venir les différents participants. Et donc là, voilà, la diffusion a commencé. Hum, hum, hum. Alors, petit instant. Alors, je vais partager la bonne fenêtre. Hop, voilà, donc là, normalement, mon support est bien partagé. Florie, vous confirmez Ouais, je confirme. Ouais, super. Très bien, bah, du coup, bienvenue à tous et à toutes donc, à ce nouveau webinaire sur l'éco-conception. Et donc, on est donc un webinaire donc, qui vous est proposé donc, par la Chambre de commerce et industrie Grand Est et Climaction, donc à savoir l'ADEME et la région Grand Est. Voilà, donc nous sommes ensemble ce matin pour échanger donc, par rapport à l'éco-conception de services. Et donc ce webinaire va particulièrement vous intéresser si vous êtes une entreprise de services, une entreprise qui vend des services ou une entreprise qui vend des services et des produits, voire même si vous êtes une entreprise qui vend des produits et qui se pose des questions sur le fait de basculer vers plus de services. Et avec un double challenge, que l'on va aborder ce matin, c'est comment améliorer à la fois la satisfaction client et l'empreinte écologique grâce au design de service. Alors, je me présente, donc je suis Ronan Sébilo, donc Chambre de commerce et industrie, Grand Est, et donc je suis conseiller économie circulaire, déchets, éco-conception. Donc je suis basé à Strasbourg et j'interviens sur le territoire Alsace et également Grand Est sur ces thématiques éco-conception. Alors, nous avons donc une première série de webinaires qui a été réalisée, et donc le dernier webinaire c'était donc sur les low-tech, et donc ce matin donc c'est un webinaire sur l'éco-conception de services, et comme vous le verrez, bah, il y a encore plusieurs webinaires à venir sur l'éco-conception. Alors, je vous propose également, Florie, de vous présenter. Je vois qu'il manque là une slide pour indiquer vos éléments, Avec mais bon, plaisir. je vous laisse vous Ouais. présenter. Merci Ronan. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Florie, effectivement. Je suis designer de service depuis une quinzaine d'années. Alors, designer de service, c'est quoi? Eh bien, je conçois ou reconçois des stratégies et des offres de services avec toute une démarche qui est basée sur le design thinking et le design systémique. On en reparlera tout à l'heure dans quelques instants. Et j'ai donc fait ça à la fois pour des entreprises de services, mais aussi pour des entreprises industrielles, comme le disait Ronan, qui proposent des produits, mais aussi des services associés ou qui basculent vers des offres de services. Et depuis 3 ans et demi bientôt, j'ai créé la société Bivo, qui est entièrement dédiée à la question de l'éco-design de services. Donc, comment créer, diffuser une démarche d'éco-conception, mais dédiée aux services et plus centrée sur les produits, comme on le verra tout à l'heure, qui prennent en compte toute la complexité des services pour permettre du coup d'avoir des stratégies et des offres qui soient les moins impactantes possibles, que ce soit une fois de plus dans le tertiaire ou dans l'industrie. Donc j'accompagne des entreprises dans ce sens-là. J'interviens aussi en école de design pour modifier, faire évoluer les programmes de formation
des futurs designers pour qu'ils prennent en compte la dimension environnementale et plus globalement la question de l'éthique dans la conception des services. Voilà, donc vous avez vraiment une intervenante experte sur ce sujet qui reste, entre guillemets, relativement nouveau, même si finalement, je voyais cela, c'était que l'industrie, le PIB de la France lié à l'industrie, c'est, je crois, autour de 11%, et le PIB de la France, c'est, au niveau des services, c'est autour de 70%. Donc voilà, donc ça fait du coup toute une, on va dire, tout un secteur d'activité qui représente un gros volume d'activité en France. Et justement, bah, c'est intéressant de voir comment utiliser les outils de l'éco-conception appliqués dans le cadre des services. Mais avant d'aller plus loin, ça nous intéresse également de vous connaître un peu mieux. Et donc, nous allons vous poser un petit sondage euh, pour mieux vous connaître. Voilà, d'abord, en termes de taille d'entreprise, voilà, est-ce que vous êtes plutôt une TPE, une PME, une entreprise de taille intermédiaire, une grande entreprise, ou un autre acteur, on va dire, autre que entreprise? Et pour le coup, si vous êtes des cabinets conseils universitaires, centres techniques ou institutions, finalement, vous êtes à 100% dans le service, donc vous pouvez aussi réfléchir comment appliquer l'éco-conception de services. Je rappelle également en termes de poids carbone, j'ai plus les chiffres en tête, mais le poids carbone de tout ce qui est on va dire l'administration, c'est vraiment une part non négligeable du poids carbone au niveau de la France. Ok, donc je vous partage ce sondage pour voir qui vous êtes. Et donc vous êtes voilà 13% TPE, 16% PME, 16% ETI et on a quelques grands groupes et sinon plus de la moitié, je dirais, vous êtes là en tant qu'acteur qui sûrement travaillez avec les entreprises et vous intéressez à ce sujet. Deuxième question également, c'est est-ce que, alors, par rapport à l'éco-conception, comment est-ce que vous vous positionnez? Voilà, est-ce que vous êtes nouveau sur ce sujet? Alors, voilà, est-ce que vous avez une démarche d'éco-conception en interne dans votre entreprise? Non, vous n'avez pas de démarche, hein, vous n'avez pas pour projet d'en lancer une. Non, vous n'avez pas de démarche d'éco-conception, mais vous commencez à y réfléchir. Ou oui, mais elle est en cours de lancement. Ou alors oui, vous avez une démarche d'éco-conception, et là, pour le coup, elle est lancée depuis plus d'un an. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, une question factuelle pour voir un peu par rapport à ce sujet de l'éco-conception. Est-ce que c'est un sujet assez nouveau pour vous? Et il faudra du coup en prendre compte dans notre présentation. Euh, ou est-ce que finalement vous avez déjà une forte expertise sur le sujet? Alors, ouais, donc désolé, question un peu précise dès le matin. Euh, voilà, alors je termine le sondage et je le partage. Alors vous êtes 22%, donc vous n'avez pas de démarche d'éco-conception et c'est pas en projet. 40%, vous n'avez pas de démarche, mais vous y réfléchissez. 16%, vous avez une démarche qui est en cours de lancement et 20%, vous en avez une depuis plus d'un an. Donc voilà, vous avez, donc je dirais quand même un profil, je dirais à la fois soit vraiment intéressé par le sujet, ou soit déjà vous êtes à l'action et vous avez peut-être, on va dire une entreprise qui vend des produits et des services. Donc d'où la question d'avancer sur ce sujet. Euh, Ok, super, bah merci pour vos différents retours. Et donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, éco-conception de service, mais finalement, la première question qu'on peut se poser, c'est autant un produit, on voit ce que c'est. Voilà, si je fais des éoliennes, bah, c'est une éolienne, je la vends à mon client. Si je vends du service, c'est quoi finalement un service? Et là, du coup, je vais vous laisser prendre la Ouais, main. je prends la main sur le partage d'écran. Voilà. Hop, vous allez me dire si c'est bon. Je ne vous vois plus, donc est-ce que c'est bon? Alors là, je vois pas encore la présentation. Voilà, désolé, petit temps de transition, Oui, c'est vrai que l'interface.
Ça a l'air d'être bon de mon côté. Alors moi, je ne vois rien. Ok, je vais essayer de recommencer. Peut-être en partant de là. Hop, partager. Est-ce que ça fonctionne? Oui, là, ça fonctionne. Et il Et faut est-ce que passer en si je plein mets en écran. plein écran, ça fonctionne aussi? Oui, très bien. Ah, super. Bon. C'est là. Il fallait commencer par là. Alors effectivement, Ronan a tout à fait raison. C'est vrai que c'est souvent une question qui revient. Mais finalement, de quoi on parle quand on parle d'un service? Et c'est quoi la différence avec un produit? Alors déjà, on peut commencer par dire ce que ce n'est pas. Et il y a souvent des préjugés ou des croyances, on va dire, sur ce qu'est un service. Premier élément, c'est qu'un service n'est pas uniquement une interface web ou bien une application ou bien un objet. Ces éléments-là, que ce soit l'interface web ou l'objet, peuvent être ce qu'on appelle dans la conception de service des points de contact, c'est-à-dire des éléments physiques ou digitaux qui vont être nécessaires ou qui vont permettre à un moment donné du service de délivrer tout ou partie du service. Ils ne sont pas le service en eux-mêmes. Si on prend l'exemple d'une interface web, par exemple, d'un site, on peut même prendre l'exemple d'un site vitrine ou d'un site commercial, c'est un élément que le client va utiliser à un moment donné de son parcours client parce qu'il a besoin d'aller chercher une information sur ce site web ou de télécharger quelque chose ou de passer par ce site pour acheter son billet de train, etc. Pour autant, ce n'est pas le service dans son ensemble. Si on reprend l'exemple du billet de train, le service qui m'est proposé de pouvoir voyager en train et prendre le train ne s'arrête pas simplement au moment où je vais sur l'interface pour sélectionner et payer un billet de train. Ça commence bien avant, quand je décide de préparer mon voyage, et ça finit bien après, quand effectivement j'utilise mon billet de train, je prends le train et je me déplace. De la même manière, pour un objet, on peut avoir des objets sous-jacents à un service. D'ailleurs, que ce soit des objets digitaux ou pas, là j'ai mis l'exemple d'une montre connectée, mais ça peut très bien être un stylo, une voiture, une table, une chaise, peu importe. On peut avoir des éléments physiques sous-jacents qui pour autant ne seront pas le service non plus en lui-même, mais un élément de quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus multidimensionnel, comme on va le voir, qui sera là l'offre de service dans son ensemble. Par exemple, si on décide de proposer la location d'une chaise de bureau, la chaise de bureau n'est pas le service, c'est bien la location dans son ensemble avec des éléments qui vont se passer avant même que j'ai accès à cette chaise, pendant que j'utilise cette chaise et puis bien après que j'ai utilisé cette chaise. Donc finalement, un service, c'est quelque chose, entre guillemets, qui va avoir des caractéristiques assez différentes de celles du service. Par exemple, on va être sur quelque chose qui va être, on va le revoir tout à l'heure, mais plus ou moins intangible, plus ou moins immatériel. Bien évidemment, je le disais, on peut avoir des objets physiques ou digitaux qui vont être sous-jacents, mais le service de location, d'achat d'un billet de train, de coiffeur, de transport de quelque chose, etc., le service en lui-même va avoir des composantes relativement immatérielles et relativement liées à la relation aussi que l'on va créer entre le fournisseur et le client. On va avoir d'autres caractéristiques clés comme son hétérogénéité. Un service n'est pas standard. Un service est aussi très, comment dire, adaptable, manipulable, modifiable un peu à la volée pour correspondre aux attentes d'un client. Là où un produit va être quelque chose de beaucoup plus figé dans le temps en termes de conception et en termes de fabrication. On va être sur des temps beaucoup plus longs. Une évolution va nécessiter de revoir un certain nombre de process, voire de machines. Là où, pour délivrer un service, on va être sur quelque chose de beaucoup plus rapide, qu'on va pouvoir modifier un peu à la volée et qu'on va pouvoir, une fois de plus, adapter au fur et à mesure aux besoins de nos clients. Un service va être quelque chose aussi de périssable. Ce qui est un point aussi intéressant, c'est qu'effectivement, contrairement à un produit que l'on peut stocker pendant un certain temps et sur lequel on peut revenir plus tard, se poser sur une étagère, on y revient plus tard, un service ne va pas être stockable. On va en faire l'expérience et on va consommer, entre guillemets, ce service au moment même où il est délivré. Lorsque je vais au restaurant, lorsque je vais prendre le train ou chez le coiffeur, je vais faire l'expérience de ce service et donc le consommer en même temps. Il y a une forme de coproduction qui est faite entre le fournisseur et le client au moment même du coup de cette expérience. Et une fois que l'expérience est passée, une fois que je sors de chez le coiffeur, que je sors du restaurant, que je suis arrivée à bon port grâce au train, etc., eh bien, mon expérience est terminée et le service prend fin. Il est inséparable, ça c'est une notion aussi qui est assez intéressante,
c'est-à-dire qu'il est forcément lié à quelque chose. Alors quelque chose étant un grand mot, il va être lié par exemple à moi-même. Si par exemple je suis en formation, j'utilise un service de formation, c'est bien mon esprit auquel est associé le service. Sans lui, eh bien le service ne pourrait pas avoir lieu. De la même manière, je parlais de l'exemple du coiffeur. Si je vais chez le coiffeur, le service est lié à ma tête, à mes cheveux en particulier. Si j'y vais sans ma tête et sans mes cheveux, bien entendu, le service ne pourra pas avoir lieu, etc., etc. C'est aussi vrai pour les services qui sont associés à des produits tangibles. On parlait tout à l'heure de location de chaises de bureau, ou bien on peut parler de maintenance, par exemple, de réparation d'une voiture. Eh bien, le service, il sera pleinement lié à cet objet. Donc, c'est pour ça qu'on parle de notion d'inséparabilité. Le service, il est par ailleurs participatif. Alors, je le disais tout à l'heure, le client et le fournisseur coproduisent finalement ce service en même temps. Le fournisseur le délivre, le client en fait l'expérience et c'est bien ensemble qu'on réalise et qu'on vit ce service. Donc, il est très participatif. Il n'est pas transféré dans le sens où on ne peut pas, quelque part, pour faire une image, donner un acte de propriété d'un service au client. À la différence d'un produit que l'on peut vendre, si je vends ma chaise de bureau, eh bien, la chaise de bureau va appartenir au client à partir du moment où il aura payé et peut-être signé un contrat. Côté service, c'est un peu différent. Il n'y a pas une vraie pleine propriété du service en lui-même. Peut-être que des éléments du service vont être passés et transférés au client, mais le service en lui-même, la location, la réparation, la formation, etc., ne sont pas des éléments que l'on peut transférer. Enfin, il est multidimensionnel, ça c'est un point très important et on y reviendra tout à l'heure. Il est à regarder, à imaginer, à concevoir sous différentes dimensions. Il faut regarder pour créer un service ou reconcevoir un service à la fois les dynamiques spatio-temporelles, où et quand va avoir lieu ce service. Il faut regarder l'aspect aussi relationnel, quel type de relation je vais mettre en place avec mes clients, comment on va fonctionner ensemble. Il faut regarder l'aspect bien évidemment physique et numérique, comme je le disais, quels sont les éléments sous-jacents à mon service. Est-ce que je vais avoir besoin de chaises, de stylos, d'une interface ou d'autres choses? Il faut regarder aussi l'aspect émotionnel, qui est un point important quand on fait des services. Quelle émotion je vais provoquer chez mes clients? Comment je vais faire pour les satisfaire, pour leur donner envie aussi peut-être de revenir et de réutiliser le service que je propose. Et puis enfin, on regarde aussi les aspects sociaux et économiques. En tant que designer de service, par exemple, on travaille beaucoup sur la question de comment je fais pour avoir un modèle économique qui soit viable derrière le service que j'imagine proposer. Donc, vous voyez, on va vraiment travailler sur des dimensions très variées. C'est ce qui en fait aussi la complexité. C'est que quand on conçoit un service, on ne peut pas uniquement regarder ce qui va se passer d'un point de vue, par exemple, géographique ou bien spatial. On ne peut pas non plus regarder uniquement la partie, numérique si jamais il y a un site internet ou une application, par exemple. Il faut vraiment regarder l'ensemble de ces dimensions et donc regarder quelque part, le service comme un système complexe à l'intérieur duquel on va trouver des éléments très hétérogènes, du physique, du numérique, de l'humain, du non humain, ces éléments-là étant en interaction pendant le service avec voilà, des dimensions assez variées. Donc c'est tout ça, en termes de conception de service, qu'on va essayer de comprendre, de modéliser et de préparer pour s'assurer que le service qu'on délivrera sera le plus adapté possible aux besoins du client. Et puis dernière caractéristique clé, c'est la question de la valeur ajoutée avec un E à la fin. Je suis désolée, il y a une petite faute d'orthographe. C'est important, en fait, quand on conçoit un service, on cherche toujours à créer de la valeur. Donc, créer de la valeur dans l'interaction client-fournisseur, c'est de la valeur ajoutée pour le client parce qu'on va répondre à un de ses besoins, à un de ses points de douleur ou une de ses attentes. Et c'est bien évidemment de la valeur ajoutée pour le fournisseur puisque l'idée, comme je le disais, c'est bien entendu de proposer un service dans le cadre d'un modèle économique qui soit viable. Alors, ajouter à cette question de multidimension, comme je le disais, là où on peut aussi s'intéresser au service comme un système complexe, c'est le fait qu'il soit en couche, un peu comme un millefeuille, quelque part. C'est le millefeuille du service. On utilise cette métaphore en design de service, celle du théâtre, pour expliquer que finalement, quand on essaye d'étudier un service, il va y avoir deux parties essentielles. Une partie qu'on appelle l'avant-scène et une partie qu'on appelle l'arrière-scène. En avant-scène, comme au théâtre, on va trouver ce que vit le client, donc le parcours du client, les différentes actions qu'il va mener, les différents éléments qu'il va manipuler, toucher ou voir, et puis ce qui sera autour de lui, les éléments avec lesquels il va interagir.
Donc, dans la métaphore du théâtre, si je suis dans le public, il y a les personnes autour de moi, bien évidemment, il y a les fauteuils sur lesquels on est assis, il y a peut-être l'orchestre, si je le vois, il y a la scène avec les comédiens sur la scène, les décors, les lumières. Ça, c'est l'avant-scène. C'est tout ce que je vais voir. Et puis derrière, dans une zone de non-visibilité pour le spectateur et donc pour la métaphore avec le service du client, eh bien, il y a tout un tas d'éléments qui sont en coulisses, on peut dire, donc là, dans la métaphore du théâtre, on va retrouver bien les décors qui sont derrière, qui sont cachés, peut-être les techniciens qui sont en train de préparer un certain nombre de choses, les comédiens ou bien les danseurs qui sont dans les coulisses en train de se préparer mais qui ne sont pas encore sur scène, et cetera, et cetera. Dans les services, ça va être exactement la même chose et c'est très important de bien avoir cet aspect multicouche en tête parce que là aussi, il ne faut pas uniquement travailler que sur l'avant-scène en se disant: «Je vais faire en sorte de faire un parcours client qui soit le plus génial possible, le plus super possible pour le client». Mais si je n'ai pas réfléchi à ce qui se passe en arrière-scène, si je n'ai pas correctement, identifié les acteurs qui vont devoir travailler en arrière-scène, et qui vont devoir aussi peut-être manipuler des éléments, utiliser des outils, interagir entre eux pour que, in fine, mon service ait lieu, et bien du coup, le service, risque finalement de ne pas être si génial que ça. Dans la métaphore du théâtre, si derrière les techniciens tout d'un coup, cassent quelque chose, font tomber des rideaux ou bien, s'il y a une coupure d'électricité ou des choses comme ça, eh bien ça va se ressentir en avant-scène et le spectacle va être en partie, gâché et donc l'expérience du spectateur va être gâchée. C'est exactement la même chose pour le service. Si on prend l'exemple du restaurant, quand vous allez au restaurant, il y a un certain nombre d'éléments que vous voyez, les tables, la décoration, ce que vous avez dans l'assiette tout simplement, les serveurs autour de vous, les autres, personnes qui sont, dans la salle à d'autres tables autour de vous. Ça, c'est les éléments que vous voyez en avant-scène. Peut-être la cuisine, si c'est une cuisine ouverte, ça arrive de plus en plus. Et puis en arrière-scène, il va y avoir donc, les cuisines si elles ne sont pas ouvertes avec tous les équipements nécessaires et cetera. Toute la partie, approvisionnement et cetera. Et c'est exactement la même chose. Si vous avez bien fait attention à ce qu'en avant-scène, les serveurs soient très sympas, l'ambiance, la décoration, que tout soit très agréable, que l'assiette, il y a voilà, quelque chose d'assez sympathique et que l'expérience se passe bien. Si par ailleurs, en arrière-scène, finalement, vous avez mal géré vos approvisionnements, il n'y a plus suffisamment d'ingrédients pour faire les plats qui sont proposés au menu, ça va dégrader l'expérience en avant-scène. Si vous avez un problème avec l'un des équipements, un frigo, tout d'un coup qui tombe en panne, un four qui tombe en panne ou bien des plats, qui ne sont pas surveillés et qui brûlent dans le four, par exemple, là aussi, ça va dégrader l'expérience, d'une certaine manière parce que le client final va finir par le voir. Peut-être que ça va sentir, par exemple, l'odeur de brûlé. Peut-être qu'on va venir lui dire: «On est vraiment désolé, mais on n'a plus tel et tel et tel ingrédient, on ne peut pas vous faire le plat que vous aviez demandé». Donc ça va forcément dégrader son expérience. Donc, importance de regarder pour les services toutes les dimensions concernées et toutes les couches du millefeuille du service. Donc ça, voilà, je voulais expliquer, c'est la partie vraiment dimensionnelle. Ce qui est intéressant déjà à dire sur cette partie-là, c'est que vous le voyez, on regarde vraiment beaucoup, beaucoup de dimensions quand on conçoit un service. Mais il y en a une qui, il y a jusqu'à quelques années, n'apparaissait pas et n'était pas prise en compte, c'est la dimension environnementale, justement. D'où le travail qu'on vous présente aujourd'hui sur la partie éco-conception de service, où on a décidé de prendre en compte cette dimension, pas uniquement comme une dimension supplémentaire, mais vraiment comme l'une des grandes dimensions qui doit driver l'ensemble du processus de conception ou reconception d'un service. Dernier point intéressant sur la partie description de ce qu'est un service, c'est ce continuum. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on fait du service de plein de manières différentes. De services qui vont être très qui vont reposer énormément sur du produit, donc sur du tangible. C'est souvent des produits qui vont être accompagnés de services. On propose la livraison de la machine à laver, par exemple. On va avoir à l'autre bout du continuum ce qu'on pourrait appeler des services purs, c'est-à-dire vraiment quasi non liés à des éléments physiques, des solutions de financement, de la formation, des choses comme ça. Et puis entre les deux, tout un tas de possibilités avec des couples produits-services très forts, comme par exemple des contrats au kilomètre parcouru ou des contrats à l'usage de manière générale, des licences, des choses comme ça. Et puis des services accompagnés d'un produit, donc on inverse un peu la tendance, c'est-à-dire on vend plutôt le service et par ailleurs, il y a un produit qui l'accompagne que l'inverse. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête. On fait du service quand on est à tous ces stades-là. Pas uniquement quand on est côté service pur, pas uniquement quand on est du côté ce qu'on pourrait appeler du secteur tertiaire, mais il y a vraiment toute
diversité de types de services qui existent et qu'on peut proposer, y compris quand on est plutôt côté industriel. Et inversement, quand on est dans le tertiaire, on peut aussi proposer pas que du service pur, entre guillemets, mais des services qui vont aussi reposer ou être accompagnés d'un certain nombre de produits physiques ou digitaux. Donc ça marche pour l'ensemble des types de services que vous pourriez avoir en tête. On pourra faire l'exercice si vous voulez avec vos propres exemples d'y réfléchir. Mais si vous regardez bien, que peu importe le type de service qu'on imagine, on a bien ces différentes couches du millefeuille dont je parlais. On a bien toutes ces dimensions importantes qui sont à regarder. Et on a bien ce continuum qui va aller du plus tangible vers le plus intangible. Ok, super. Bah, en tout cas, merci pour cette, vraiment cette séquence sur finalement qu'est-ce que c'est un service. Par rapport à ce sujet de l'éco-conception, je reviens sur la partie éco-conception produit, voilà, Oui, sur lequel on a pas mal comme ça d'exemples. C'est vrai que l'éco-conception produit, on sait qu'on a été vraiment au bout de la démarche quand finalement on a réussi à se rendre compte que pour répondre aux besoins du client, finalement, on n'avait pas besoin de tel ou tel élément. Je prends l'exemple de Bongar, donc a fait un accompagnement collectif éco-conception. Finalement, ils se sont attaqués à un four qui permet de faire c'est des fours pour les boulangers. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait certains fours qui étaient achetés chez eux par on va dire des boulangers, on va dire dans des galeries marchandes, et ils achetaient des fours qui étaient prévus pour fonctionner toute la journée, pour faire plusieurs fournées de pain. Et finalement, ils ont une partie des clients qui achètent ces fours, mais pour l'utiliser qu'au début de la journée. Et finalement, ils ont pu, en constatant cela, dans le cadre d'une démarche d'éco-conception, où finalement, ce travail que vous expliquez sur la partie service a été fait. C'est-à-dire que tous les éléments ont été remis à plat en disant, OK, en fait, c'est quoi tous les éléments pour faire ce produit? Et donc finalement, à la fin, ils ont réussi à diviser par deux la masse de matière pour finalement mm, toujours bien répondre aux besoins du client. Là, finalement, ce que vous présentez, c'est de dire, OK, vous voulez améliorer votre service. Est-ce que vous êtes capable de décrire de manière globale et structurée tout le service, c'est ça. sachant que si vous n'avez pas des outils de design de service, pour vous, bah, en effet, vous allez avoir du mal à mettre des mots sur le service. La finalité de l'éco-conception, finalement, ça va être comment je vais répondre de manière beaucoup plus précise aux besoins du client, en enlevant des choses qui nous ont paru totalement essentielles avant, mais que finalement on arrive à enlever, et en enlevant cela, bah, on enlève de la matière, de l'énergie, de la ressource, et on va dire à la fin, on va appeler ça l'éco-conception. Donc c'est vrai que c'est C'est vraiment intéressant d'avoir cette base. exactement. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est de vraiment comprendre que le service est un système complexe et que, comme c'est très bien dit là, en fait, il faut vraiment le décortiquer, comprendre les éléments qui sont à l'intérieur de ces services, comment ils interagissent entre eux et comment effectivement on va pouvoir finalement réduire les impacts. Et ça, après, il y a plusieurs choses à prendre en compte et on va en reparler, mais il y a à la fois s'assurer qu'on répond à un vrai besoin. On parlait de besoin là. On a eu un peu tendance, il faut le dire, dans les services à répondre à toutes sortes de besoins qui n'étaient pas forcément des besoins fondamentaux. Donc il y a déjà une première question à se poser avant même de créer un service, c'est est-ce que vraiment ce service répond à un besoin fondamental? Et puis ensuite, dans la description du service, dans sa modélisation, euh, euh, pour pouvoir imaginer bah, les différentes couches du millefeuille dont je parlais, ce qui va se passer en avant-scène, en arrière-scène et sous toutes les dimensions, et bien là, je vais essayer effectivement d'entrer, grâce à l'éco-conception, dans une forme de conception, alors minimaliste, j'aime pas trop ce mot-là parce que des fois c'est compris comme quelque chose de négatif, mais en tout cas sobre, sans fioritures. On va aller à l'essentiel pour faire en sorte que le service, il soit le plus désirable possible, qu'il réponde à un vrai besoin et qu'il ait le moins d'impact possible. Ok, donc super. Et justement aussi, bah, et vous, participants, est-ce que vous êtes plutôt, voilà, vous avez eu une définition du service? C'est vrai que si on l'avait pas forcément avant, euh, c'était pas aussi simple pour répondre à la question qu'on vous pose maintenant. Et vous, est-ce que vous considérez finalement comme une entreprise de service? Voilà. Je vous laisse un petit instant pour réfléchir. Ce qui est vraiment intéressant, et sans que ça amènera également l'autre sujet, c'est que finalement, quand on pousse cette réflexion, même en étant un acteur industriel, finalement, on se dit, mais en fait, finalement, je produis des choses, mais je me rends compte que les clients viennent me voir parce que j'ai une capacité à répondre à un besoin sous la forme d'un service. Et dans ce service, il va y avoir un produit industriel fabriqué. Voilà. Donc finalement, est-ce que vous êtes vraiment, voilà, est-ce que vous vous sentez vraiment à 100% entreprise de service ou plutôt oui ou plutôt non? Voilà, il peut y avoir des nuances.
Je ferme le sondage pour aller vite. Ah zut, excusez-moi. Donc j'ai pas partagé les réponses, mais j'ai été assez vite, désolé. Euh, vous étiez à 57%. Je vais le repartager. Je peux le faire normalement. Voilà. Excusez-moi, c'était trop vite. Oui, c'est bon, ça Euh, marche. voilà, donc 67% vraiment service, 22% oui, mais plutôt oui, 6% plutôt non et 6% non de manière affirmative. Donc c'est intéressant parce que là vous êtes euh, quelques participants à être venus à ce webinaire sur l'éco-conception de services. Alors finalement vous êtes sur une activité de production. Voilà, donc juste une réflexion, c'est difficulté, c'est que avec la mondialisation, bah voilà, il y a eu, on va dire, la concurrence des pays étrangers, et justement aujourd'hui développer une activité de service, même quand on a une activité de production, c'est une des stratégies justement pour lutter contre la concurrence étrangère, qui aura plus de mal à venir délivrer un service en France avec les clients français. Donc voilà, donc ça peut être aussi un enjeu sur Oui, le tout à service fait. et l'éco-conception. Et ok, donc super pour cette partie. Qu'est-ce que c'est un service? Mais est-ce que finalement, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on pourrait se dire, bah tiens, est-ce que passer à un service, c'est forcément moins impactant, comme c'est immatériel, ce qui est immatériel n'a pas d'impact. Donc finalement, est-ce que si moi je développe de l'activité de service, de fait, je développe une activité qui est beaucoup plus légère en termes d'impact écologique? Mm. Alors c'est souvent là aussi un préjugé qu'on entend et c'est quelque chose contre lequel je lutte beaucoup. Parce qu'effectivement, on entend beaucoup, bon, les services, c'est immatériel. Puis alors en plus, quand c'est numérique, c'est encore plus vertueux dans le sens où on n'a plus de papier. Et puis c'est dans le cloud. Alors si c'est dans le cloud, c'est le cloud magique qui fait qu'on n'a pas d'impact. Bon, effectivement, c'est vraiment des idées reçues qui sont fausses malheureusement. Et quand on fait de l'éco-conception de service, quand on fait pardon de la conception de service tout court, il y a effectivement une tendance, j'allais dire, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ça fait un certain nombre d'années maintenant que les industriels qui font des produits basculent de plus en plus vers des offres de produits et services ou vers des services, enfin des offres à l'usage pour leurs produits. Avec quelque part cette croyance que si on passe au service, eh bien, on va certes travailler sur le produit en lui-même et le rendre le plus durable possible, puisque toute la maintenance nous incombe. Pour autant, on ne regarde pas forcément si l'ensemble du système, comme je le disais, qu'on est en train de créer, avec un produit et puis un ou plusieurs services qui accompagnent ou qui sont placés en front par rapport à ce produit, euh, on ne regarde pas si eux, par contre, ont un certain nombre d'impacts. Et quand on voyait tout à l'heure les différentes couches et les différentes dimensions, on commence un peu à imaginer qu'effectivement, puisqu'il y a du spatial, du géographique, du physique, du numérique, etc., eh bien là-dedans, il doit bien y avoir des impacts. C'est pas neutre du tout. Donc, ce qui est intéressant, c'est que côté conception de service, je le disais, on regardait pas forcément cette dimension environnementale jusqu'à il y a quelques années. Et donc, on a créé un certain nombre de services et d'expériences et d'ambiances de services variés qui ont donné lieu quand même, il faut le dire, à des résultats très positifs avec des clients très heureux d'utiliser ces services, une forme de proximité, une forme d'instantanéité, de réponse à un certain nombre de besoins. Donc, on peut dire que le design, de manière générale, a beaucoup aidé dans ce sens-là. Pour autant, on s'est rendu compte, et moi la première, quand j'ai lancé ces travaux, euh, quand j'ai relancé du moins ces travaux, puisque j'avais travaillé dessus il y a 15 ans, mais quand je suis revenue à ces travaux-là il y a quelques années, je me suis vite aperçue que finalement, derrière ce côté heureux des clients, on rendait complètement transparent, voire invisible, toutes les conséquences des services. Quand on crée des services, on va avoir besoin quand même de matières premières. On va avoir besoin quand même quand on a du numérique, de data center avec un certain nombre de besoins en termes d'énergie, en termes d'utilisation d'eau, en termes de terminaux d'ordinateurs, de smartphones, etc. D'autant plus qu'on est vraiment dans une ère où tout passe par le numérique et par les smartphones. Donc, on n'a absolument pas regardé l'ensemble des conséquences que pouvaient avoir les services qu'on était en train de concevoir ou de reconcevoir. Donc, il était urgent qu'on travaille sur cet aspect-là.
Euh, et ça sur l'ensemble des frontières planétaires, c'est-à-dire pas avec une vision uniquement CO2 pure, mais vraiment avec une vision multicritère. Et c'est ce qu'offre justement la conception de service, l'éco-conception pardon de service. J'ai juste mis là un petit exemple que je trouve intéressant. Si on regarde l'exemple du Vélib, j'ai fait tout apparaître, hop. Ce qui est intéressant avec le Vélib, c'est que l'idée était très bonne. C'est-à-dire qu'en 2007, quand à Paris débarquent les Vélib dans la rue, on a l'idée d'avoir des vélos, donc un objet, mais proposé sous la forme d'un service, donc des vélos partagés, avec un service très facile à utiliser, où on peut du coup prendre un vélo à la volée, le replacer sur une borne un peu plus loin, etc. Donc l'idée était géniale, mais quand on regarde comment ça a été fait, justement, il n'y a pas eu de logique d'éco-conception. Et on est parti du principe que proposer des vélos en partage était intéressant d'un point de vue environnemental parce que ça allait retirer potentiellement un peu de trafic en termes de voitures et que ça allait aussi permettre à des gens de partager des vélos plutôt que d'avoir chacun son vélo chez soi, d'autant plus qu'à Paris, c'est très compliqué de garder un vélo chez soi, à part dans de tout petits espaces très étriqués. Donc l'idée était bonne, pour autant, quand on regarde bien, non seulement le vélo en lui-même, à l'époque, n'avait pas du tout été éco-conçu, mais l'ensemble du service n'avait pas été éco-conçu. Et donc, si on regarde non seulement le matériel, mais aussi l'énergie qui était nécessaire, le déploiement nécessaire en termes de logistique pour aller récupérer les vélos cassés, aller les réparer, les remettre en place, la partie évidemment numérique avec une application et des bornes qui n'avaient pas non plus été éco-conçues, etc., etc. Quand on regarde du coup tout ce millefeuille et toutes les dimensions qui sont autour de ce service de partage de vélo, on se rend bien compte que finalement, il y avait un certain nombre d'impacts qui n'avaient pas été identifiés au départ et qui rapidement se sont révélés être comme des vraies problématiques. C'est Alors, intéressant. l'éco-concept, Alors c'est oui, aussi intéressant ce que vous dites sur cet exemple de Vélib, parce qu'on pourrait se dire, bah, en fait, il aurait suffi d'éco-concevoir la borne. Mais en fait, si on va dans pas cette que. logique, on va pas du tout, on va aborder le sujet de manière morceau par morceau. Et moi qui Exactement, c'est conçois ça. la borne, je n'ai pas, on me demande pas de La vue travailler sur d'ensemble. la vue d'ensemble. Et en fait, Exactement, c'est ça. moi, on pourrait aligner tous les fournisseurs de matériel pour Vélib et leur dire, vous éco-concevez vos produits. Ça y est, c'est fait. Est-ce que pour autant le service de Vélib est éco-conçu derrière? Non, parce qu'en fait, Non, oui, comme vous dites, c'est un système complexe et que exactement. voilà. C'est vrai que à nouveau, je pose une question que finalement on pourrait se poser en se disant, mais finalement, comme les services font appel à des produits, est-ce qu'il ne suffit pas d'éco-concevoir les produits et le sujet est réglé? En fait, non, voilà, Non, parce qu'en voilà. effet, il faut se positionner à l'échelle du service. Exactement. C'est une question qu'on s'est posée sur ces travaux-là en se disant finalement, est-ce que c'est pas la somme de l'éco-conception des différents produits sous-jacents au service? Et on se rend compte assez rapidement que c'est bien de le faire, il faut le faire de fait, mais c'est pas suffisant pour pouvoir dire que l'ensemble du système de service est éco-conçu effectivement. Donc pour revenir sur l'éco-conception en soi, je vais aller un peu vite sur cette partie pour qu'on ait du temps sur la dernière partie, mais on a une démarche, du coup, si je reprends vraiment la démarche d'éco-conception classique, si je mets le mot service de côté pendant quelques secondes, on a une démarche qui est bien connue, bien installée depuis un certain nombre d'années. Là, on a une représentation de la démarche par le pôle éco-conception, qui est un partenaire avec qui je travaille, avec un ensemble d'étapes et surtout l'idée finalement d'avoir une démarche qui va être itérative, qui est une démarche d'amélioration continue, dans laquelle je vais faire une évaluation environnementale de référence de ma situation, de mon produit tel qu'il est aujourd'hui, pour ensuite rechercher des pistes, enfin, identifier les impacts, les mesurer, rechercher des pistes d'éco-conception, prendre un certain nombre de décisions, refaire une évaluation environnementale de comparative pour bien vérifier que j'ai bien réduit les impacts que je souhaitais réduire, que j'en ai pas créé de nouveaux et que j'ai pas fait de transfert d'impact, surtout entre des étapes ou entre des critères. Et puis évidemment une partie communication. Et on est dans une espèce de boucle vertueuse où on va à chaque phase d'amélioration continuer à essayer de réduire un maximum les, euh, les impacts du produit. Alors en éco-conception, on parle, et c'est écrit dans les normes, hein, on parle d'éco-conception de produits et de services. Sauf qu'on se rend compte très rapidement quand on essaye de faire rentrer des services, des systèmes complexes de services dans les outils de l'éco-conception traditionnelle, je dirais, qu'on essaye de les faire rentrer un petit peu au chausse-pied. Et ça, c'est un point, moi, qui me paraît très important, en particulier là sur la partie cycle de vie.
Quand on regarde le cycle de vie qui est utilisé depuis des années en éco-conception, donc on a la conception du produit, l'extraction de matières premières, sa fabrication, son transport, son usage, sa fin de vie. Et on a essayé pendant un certain nombre d'années de forcer les services à rentrer là-dedans. Sauf que quand on parle d'un service dans son ensemble, comme on le disait, avec cette vue globale, multicouche et multidimensionnelle, c'est relativement compliqué d'essayer de parler d'extraction de matières premières ou même de fabrication. On ne fabrique pas un service dans une usine, par exemple. Donc finalement, il était nécessaire aussi pour l'éco-conception d'évoluer pour prendre en compte la dimension plus intangible et puis multidimensionnelle et multicouche du service. Il y a un point par contre qui est intéressant sur l'éco-conception et qu'on n'avait pas du tout nous en design de service. Donc ça, c'est un schéma que j'aime beaucoup d'Amulis qui nous permet de montrer très simplement les principes clés de l'éco-conception. Et elle nous montre du coup que c'est multi-étapes. Donc on l'a dit, on a parlé du cycle de vie. C'est multi-indicateurs, je le disais tout à l'heure, il est important de ne pas regarder uniquement que l'un des indicateurs, en particulier le CO2, dont on parle beaucoup, mais il y en a plein d'autres. Et puis les multi-composants, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'un produit est éco-conçu si un ou plusieurs de ses sous-composants n'est pas éco-conçu lui aussi. Si on essaye de transposer ça au service, on peut imaginer un cycle de vie avec des étapes de la vie d'un service. On est tout à fait aussi dans une logique de multi-indicateurs et on est aussi dans une forme de logique de multi-composants où on aura les différents éléments hétérogènes du service, donc effectivement les produits physiques, la partie digitale, la partie logistique, la partie plus relationnelle, etc., etc. Tous ces composants-là doivent être de fait éco-conçus pour pouvoir se permettre de dire à la fin que le service dans son ensemble est éco-conçu et pas uniquement une partie. Effectivement, Ronan avait raison tout à l'heure. Donc sur le cycle de vie d'un service, eh bien, on a travaillé avec le pôle éco-conception à imaginer un cycle de vie plus adapté. Donc moi, j'avais une vision de mon cycle de vie service qui était une vision de designer. Le pôle avait une vision plus ingénieur du cycle de vie. Et on a, en associant quelque part nos visions design et ingé éco-conception, réussi à avoir un cycle de vie qui fonctionne vraiment bien sur tous les services sur lesquels on travaille. Donc on voit que on va plutôt donc retrouver toujours une phase de conception, bien entendu. On va avoir une phase ensuite, alors que moi je rassemble, c'est-à-dire que j'aurais tendance à mettre l'acquisition de biens d'amortissement, la promotion et l'acquisition de consommables dans une seule bulle quelque part, quand en tant que designer de service, j'appelle l'industrialisation du service. C'est-à-dire que je l'ai conçu, je l'ai imaginé, je l'ai testé, j'ai validé un prototype, et puis je vais avoir une phase où je vais aller faire en sorte que ce service puisse exister réellement. Et pour ça, j'ai effectivement besoin parfois de biens d'amortissement de camions, d'un lieu, d'éléments, d'un ordinateur, et cetera. Je vais avoir effectivement besoin de recruter peut-être du personnel et de le former, de mettre en place des éléments pour faire la promotion de mon service et puis me mettre en relation, donc commencer à toucher mes futurs clients. Je vais avoir besoin peut-être d'un certain nombre effectivement de consommables. Ça peut être pour une formation des stylos, du papier, et cetera. Pour le coiffeur, ça va être son shampoing, et cetera. Je vais avoir ensuite une phase de logistique. Alors la phase de logistique, ça peut être soit des éléments dont j'ai besoin qui viennent jusqu'à moi pour pouvoir délivrer mon service. Donc ça peut être de l'approvisionnement. On a un certain nombre d'éléments qui doivent venir jusqu'à moi pour délivrer mon service. Comme ça peut être une part de logistique si j'emmène mon service quelque part vers mon client. Donc l'exemple que je prends souvent, c'est celui du coiffeur, une fois de plus. Soit vous, en tant que client, vous allez aller chez le coiffeur pour bénéficier du service d'une coupe de cheveux. Soit à l'inverse, éventuellement, c'est le coiffeur qui va venir à domicile pour vous proposer ce service de coupe de cheveux. Dans les deux cas, il y a un tout petit peu de logistique quand même à prendre en compte et qui parfois, on va voir un exemple tout à l'heure, peut avoir un poids qui est quand même assez important dans le service. Ensuite, il y a la phase, alors que le pôle appelle la phase de prestation. Moi, en tant que designer de service, j'aurais plutôt tendance à parler de la phase d'expérience de service pour le client ou bien de coproduction du service. C'est là où il y a l'usage, c'est là où le service a lieu réellement, où on le délivre, où il est vécu par le client. Et puis enfin, il y a une question de fin de vie. Alors là, le pôle est centré sur l'entretien du matériel et puis la fin de vie des consommables. Moi, en tant que designer de service, c'est pareil, je vais avoir une vue un peu plus macro et je vais me poser la question de c'est quoi la fin de vie d'un système de service. Il va y avoir effectivement un certain nombre de consommables qui vont être en fin de vie. Il va y avoir aussi peut-être la question du contrat de service en lui-même. Comment on met fin à un contrat de service? C'est quoi la fin de vie de ce truc-là?
Il va y avoir aussi les données, parce que probablement que tout au long du cycle de vie du service, je vais avoir capté un certain nombre de données sur mes clients, par exemple. Ben, qu'est-ce que je fais de ces données à la fin de vie du service? Je les supprime, je les garde, j'en fais quoi? Donc, il y a tout un tas de questions à se poser sur la fin de vie de ce service. Hop, Ronan, Ok, ouais, je donc, repasse la main ouais, donc ça c'est pour voilà, l'exemple. exemple d'outils méthodologiques spécifiques. Et justement, on va vous partager une vidéo du Bernard, donc qui est une entreprise qui est basée dans le Haut-Rhin et qui justement fait un accompagnement éco-conception, donc ça s'appelle Making Durable sur 14 mois. Et donc là, c'est le partage d'expérience de cette entreprise dont je vais vous laisser découvrir le métier en espérant que la vidéo se diffuse bien. Et Oui, voilà. c'est lancé, c'est bon. L'hivernage, prise familiale, depuis 90 ans, apporte à ses solutions et des produits de sécurité incendie. Notre entreprise est certifiée ISO 14001 depuis 15 ans et aujourd'hui, grâce à la démarche d'éco-conception Making Durable, nous allons ouvrir le champ des possibles sur les actions à moyen terme. Nous nous sommes engagés dans le parcours Making Durable parce que l'une de nos activités principales est la maintenance des extincteurs. Et nous souhaitions trouver des pistes pour réduire l'impact de ce service sur l'environnement. Alors d'abord, Making Durable nous a confortés dans des directions ou des actions qu'on avait commencé à mettre en place déjà. Par exemple, l'optimisation du regroupement des interventions des techniciens par secteur géographique. Et puis aussi l'électrification de la flotte de véhicules. La première bonne surprise, ça a été que grâce à l'analyse du cycle de vie du service maintenance, avec le logiciel EcoDesign Studio, on a pu hiérarchiser les sujets sur lesquels travailler en priorité. Et on s'est rendu compte que finalement, la conception du produit avait autant d'impact que les déplacements des techniciens. La deuxième bonne surprise, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire mieux au moment de la réforme des extincteurs. C'est-à-dire que dans la mesure où on assure leur maintenance pendant 20 ans, on peut plus facilement les récupérer à l'issue de 20 ans et réfléchir à des solutions pour réutiliser une partie des composants, ce qui nous permettrait de pouvoir proposer des appareils reconditionnés. Pour la suite, afin de déployer notre stratégie ambitieuse à l'horizon 2034, c'est-à-dire pour les 100 ans de l'entreprise, nous allons continuer d'utiliser les outils et les compétences acquises pour les appliquer à l'ensemble des produits et services de l'entreprise. Et voilà, donc petit témoignage voilà, d'une entreprise qui qui vend des prestations de services pour installer et maintenir du matériel de sécurité. Donc voilà, et vous imaginez voilà comment c'est quoi l'impact de ce type de service? On ne peut pas répondre à cette question sans avoir fait une évaluation environnementale. Et comment faire l'évaluation environnementale? Il faut déjà décrire le cycle de vie du service. Donc là, justement, dans ce cas-là, le cycle de vie de service que vous avez présenté a été utilisé euh, pour, on va dire, développer également un élément important dans une démarche d'éco-conception, pour développer cette première boucle d'éco-conception. Dans l'éco-conception, je dirais, c'est comme en amélioration continue, il faut être dans une logique de on s'améliore boucle après boucle. C'est-à-dire quand on fait une démarche d'éco-conception, on ne va pas révolutionner en 10 mois un produit ou un service qui existe depuis 15 ans. Par contre, au bout d'un an, vous avez déjà acquis plein de nouvelles compétences et il faudra les réutiliser pour une prochaine boucle et être de plus en plus, je dirais, ambitieux. Puisque voilà, aujourd'hui, si on veut clairement réduire fortement les émissions de CO2, il faut viser à un moment donné des objectifs de réduction de 50 à 80% des impacts. Donc voilà, il y a un sacré challenge. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est un très bon exemple que vous avez accompagné. On voit bien effectivement comment on est remonté d'un cran par rapport au produit, à l'extincteur en lui-même, et comment on a analysé l'ensemble du service avec un focus intéressant sur la partie finalement logistique. Et on va en reparler. J'ai un exemple effectivement où on voit ce besoin de boucle, c'est-à-dire que pour les services d'autant plus, je dirais même parce qu'on est vraiment sur des systèmes qui peuvent être
très complexes parfois. Et donc, on ne peut pas tout aborder d'un coup. Et surtout, il y a une question de zone d'influence. On n'a pas forcément la mainmise sur l'ensemble du service parce qu'on travaille avec des prestataires, des partenaires, etc. Et donc, la première boucle souvent d'éco-conception, c'est l'exemple que je vais vous présenter dans quelques secondes, elle est souvent centrée sur ma zone d'influence. Qu'est-ce que moi je maîtrise dans le service tel qu'il est délivré et puis préparé à l'avance. Et puis ensuite, dans une seconde boucle ou troisième boucle, eh bien, je vais ouvrir un peu les vannes et je vais aller chercher mes partenaires et mes prestataires pour les embarquer du coup dans cette logique d'éco-conception. Ok, Voilà, alors super. on peut peut-être du coup passer à la dernière partie sur la partie design et du coup je vous montrerai justement comment le design a aidé sur l'exemple là dont je parlais à aller peut-être un petit peu plus loin en travaillant sur de l'éco-design de service. Donc le design de service, c'est une démarche qui est issue, hein, c'est une démarche petite sœur des démarches de design thinking. Euh, pour autant, c'est une démarche qui va beaucoup plus loin que certaines, comme l'UX par exemple, parce qu'on est vraiment dans une logique d'approche systémique. On regarde le service comme un système complexe et on va essayer de modéliser, de comprendre cette complexité pour pouvoir du coup créer le service le plus adapté aux besoins. Ce qu'on cherche à faire, alors là, je parle de design classique, hein, je ne parle pas d'éco-design à ce stade, c'est à essayer d'imaginer et délivrer un service qui soit à la fois désirable pour l'humain, qui soit faisable d'un point de vue technique et technologique. On ne va pas imaginer des services dont la techno sera dispo dans 10 ans. Ça n'a pas de sens pour proposer un service dans les mois ou les années qui viennent. Et on va faire, comme je le disais, en sorte que ce service soit évidemment le plus viable possible pour le fournisseur du service. Les principes clés de cette démarche, pour aller vite, c'est une démarche qui, comme toutes les démarches de design thinking, est basée sur l'empathie et sur des explorations de terrain. Donc, on va vraiment essayer de comprendre au mieux le client, l'utilisateur, l'usager, peu importe le nom qu'on lui donne. On va essayer vraiment de comprendre son contexte, ses besoins, ses attentes, ses points de douleur, pour essayer d'identifier quelle est vraiment la problématique sur laquelle il faut travailler pour pouvoir lui rendre service. On est, je le disais, donc dans une approche qui va être systémique, multidimensionnelle et qui va être très pragmatique dans le sens où, étant donné qu'un service a quand même une part d'intangibilité, on va très rapidement dans le processus de conception essayer de tangibiliser justement le service et donc de lui donner de la matière, de le représenter. Ça peut être représenter le concept ou la proposition de valeur ajoutée sous la forme d'une infographie, d'une affiche. Ça peut être représenter le parcours client sous la forme d'un storyboard, comme ça peut être aussi maqueter ou prototyper justement des éléments physiques ou digitaux qui vont être sous-jacents pour donner de la matière et permettre de tester les idées et les hypothèses qu'on peut avoir, s'assurer que le service qu'on est en train d'imaginer correspond bien aux attentes, va bien répondre à la problématique qu'on avait identifiée auprès des clients et donc sera le plus utile possible. Et on est dans quelque chose là aussi de très itératif, puisqu'on va tester énormément et faire des boucles entre la conception, le test, jusqu'à arriver à un prototype de service qui, sous toutes ses dimensions et toutes ses couches, eh bien répond du coup répond à la problématique initiale. Et à ce moment-là, on passera le service dans une phase, comme je le disais, plutôt d'industrialisation. Donc on a une démarche, alors elle a plusieurs représentations, mais moi j'aime bien celle-là, on l'appelle le double diamant du design, en 4 étapes. On va commencer par une étape de découverte, qui est une étape où on va diverger dans le sens où on va vraiment chercher le plus d'informations possible sur le sujet qu'on est en train de traiter, sur la problématique qu'on est en train de traiter. Donc c'est là où on va faire beaucoup de recherches, beaucoup de terrain pour aller rencontrer, faire des interviews, observer ce qui se passe, comprendre. Ensuite, on passe dans une phase qu'on appelle la phase définir, pendant laquelle on va justement utiliser toutes les informations qu'on a recueillies en amont pour modéliser le service. Modéliser toutes ces couches, toutes ces dimensions, comprendre aussi et modéliser les différents profils d'usage des clients existants ou potentiels pour ce service, pour ensuite du coup réussir à identifier un concept de service, une proposition de valeur qui réponde réellement, comme je le disais, à leurs besoins, à leurs attentes et leurs problématiques. Une fois qu'on a cette proposition de valeur et qu'on a bien compris l'ensemble du service, on va passer dans le deuxième diamant, qui nous permet d'une part, alors développer est un grand mot, mais plutôt, je dirais, c'est là où on va concevoir les différents scénarios de comment va se dérouler le futur service, où on va le tangibiliser, comme je le disais il y a un instant, le tester. Donc là, on est dans quelque chose de très, très itératif. Pour ensuite, du coup, aller dans la phase délivrée, qui va être une phase où on va vraiment se concentrer sur, eh bien, maintenant qu'on sait quel service on doit proposer, comment on doit le proposer, avec quels éléments, comment tout ça doit interagir,
et bien là, on va pouvoir spécifier ce que devra être le service, trouver les bons partenaires pour le délivrer, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est le double diamant du design. Et tout ça, jusqu'à présent, était une démarche qui était essentiellement, enfin même à 200%, centrée sur l'humain. De bout en bout, on a l'humain en tête, le client en tête, ses besoins, son contexte, etc. Et donc, vous l'aurez compris, on manquait complètement d'une perspective environnementale à mettre en contrepoids quelque part de cette perspective très centrée sur l'humain, donc très anthropocentrée, pour pouvoir équilibrer et ne pas être que dans la réponse à un besoin purement humain sans regarder d'une part la nécessité de ce service, mais aussi ses impacts, mais être dans quelque chose de beaucoup plus équilibré entre d'une part les besoins réels de l'humain, la performance environnementale et puis une part de performance économique, même si là on va plus être en recherche d'une viabilité absolue, mais plus d'un équilibre entre ce que me coûte le fait de délivrer le service et puis un minimum de retour sur investissement pour tout simplement survivre et essayer d'avoir un service qui soit rentable. Donc ça, je le disais, c'est vrai que c'est une prise de conscience pour beaucoup de designers de se dire, bah oui, on a un focus, on est très fiers de dire qu'on est focalisé sur l'humain et qu'on lui rend service. Il ne faut pas oublier qu'il n'est pas tout seul et que quand on modélise un service, finalement, on se rend compte, si on ne le modélise pas en étant centré que sur l'humain, et bien qu'il y a des éléments qui nous entourent, du vivant, du non-vivant, du physique, du non-physique. Et donc, c'est important de comprendre que dans ce système complexe dont on parlait, eh bien, il peut y avoir ces éléments-là. Et ça change complètement la perspective de se dire, si je design un service en pensant à l'humain, mais aussi en pensant à la chaise que j'utilise, en pensant au sol sur lequel je vais peut-être implanter quelque chose, en pensant aux animaux que je vais peut-être perturber en venant implanter une activité quelque part, etc. Ça change complètement la perspective et la manière de concevoir cette offre de service et la stratégie qui y est associée. Ça, j'en ai parlé, donc je passe vite. C'était vraiment pour remettre en perspective le fait que en design, on répond à des besoins et on en est fier. Pour autant, avec un peu de recul, avec 15 années de recul, je me rends bien compte qu'on répond bien plus souvent à des envies qu'à des besoins fondamentaux. Et donc, il y a aussi nécessité, quand on rentre dans une perspective plutôt d'éco-conception et pas de conception tout court, de se poser la question dès l'amont du besoin réel avant même de proposer une solution. Et une fois qu'on propose cette solution, eh bien de l'éco-concevoir dans son ensemble. Alors, j'ai imaginé du coup Green Service Design, qui est une approche qui finalement entremêle tout ce que je vous ai dit, entremêle des éléments d'éco-conception classique, je dirais, et puis des éléments plutôt qui viennent du monde du design. L'idée étant d'utiliser la complémentarité entre ces approches. On a d'un côté une approche qui est très ingénierie finalement, avec une approche globale, multicritère, qui traite assez mal finalement quand même des services qui peuvent être plus ou moins intangibles, plus ou moins complexes et multicouches. Alors qu'à l'inverse, en design de service, on sait très bien traiter ça et on sait très bien apporter aussi l'approche focalisée utilisateur, comme je le disais. En revanche, jusqu'à présent, on ne savait pas, ou on le faisait très mal, prendre en compte la dimension environnementale. Donc, le rapprochement de ces deux démarches, finalement, était assez naturel pour pouvoir aller vers une forme d'éco-design de service. Rapidement, je vous montrais tout à l'heure le triptyque auquel on doit répondre quand on fait du design, hein. Il faut que ce soit désirable, viable et faisable. Eh bien, on l'a fait évoluer. Alors d'abord avec l'économie circulaire en ajoutant un critère de circularité à ce qu'on fait. Et puis finalement, moi, je l'ai retravaillé pour dire que c'est pas suffisant. Il faut re-questionner la désirabilité, la viabilité et la faisabilité, et même la circularité au regard complètement d'une dimension durable et même éthique, je dirais, de manière plus générale. Et ça pose vraiment des questions. Être désirable pour l'humain, mais aussi désirable pour l'environnement, ça veut dire quoi? Une croissance économique, une perfo économique et une perfo environnementale, ça veut dire quoi? Donc ça pose vraiment des questions très différentes pour réussir à créer des offres de services les plus responsables possibles. Donc je passe ça parce que je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais Ouais, simplement vous montrer. Est-ce que j'ai juste le temps, peut-être en une minute, de vous montrer l'exemple dont je parlais? ah oui, oui, tout à fait, oui.
Ouais, ça marche. Donc c'est l'exemple des conciergeries rennaises. Donc comme son nom l'indique, c'est une entreprise rennaise qui propose la mise en place dans les entreprises de conciergerie. Donc un concierge avec un portefeuille de prestations, par exemple cordonnier, pressing, des produits comme on le voit en bas de fruits et légumes, des paniers pardon de fruits et légumes bio, tout un tas voilà d'offres de services qui sont proposées aux salariés de ces entreprises. Donc, les conciergeries rennaises a souhaité mettre en place une démarche d'éco-conception de son service. Donc, on a retravaillé avec eux, vous le voyez déjà, alors c'est un extrait, mais déjà à la modélisation du service actuel. Que vit le client quand on vient lui proposer une conciergerie d'entreprise et que vit le salarié quand il l'utilise? Quels sont les éléments physiques numériques qu'on utilise déjà actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans mon millefeuille sur la partie avant-scène et sur la partie arrière-scène? Donc, qui agit pour faire quoi par rapport au parcours du client? Et puis, quand on regarde tout ça, finalement, quels sont les impacts environnementaux à chaque étape de mon service? Dans un premier temps, on va lister simplement ces impacts en se disant, ah ben oui, effectivement, là, en amont, on va proposer ces services aux entreprises. Bah, déjà, on se déplace. On se déplace et puis on se déplace avec des flyers, avec une présentation PowerPoint, etc. Et tout ça a de l'impact. Un petit peu plus tard, quand, donc c'est pas dans ce modèle-là, mais dans les suivants, quand le service est délivré et qu'il est en place, eh bien, le concierge lui aussi se déplace pour aller sur place dans l'entreprise, mais aussi pour aller amener, par exemple, les vêtements au pressing ou bien aller chercher les paniers de fruits et légumes bio. Le salarié utilise un certain nombre d'outils pour pouvoir réserver un certain nombre de prestations, etc., etc. Donc, il y a à chaque étape, finalement, quand on les regarde un peu à la loupe, un certain nombre d'impacts. Donc, on a modélisé entièrement ce service sous toutes ses couches et toutes ses dimensions. On a utilisé le cycle de vie, bien entendu, aussi pour s'extraire de la partie purement usage du service et vraiment regarder l'ensemble de son cycle de vie, de la manière dont il avait été imaginé, conçu, jusqu'à sa fin de vie potentielle. Et on a fait une évaluation environnementale. Alors, sans trop de suspense, parce qu'on s'y attendait, c'est vraiment la logistique qui s'est avérée être le point dur parce qu'il y a beaucoup de déplacements, en particulier ceux du concierge, comme je le disais, qui va aller d'une entreprise A vers une entreprise B, vers le pressing, puis vers une entreprise C, puis ensuite chez un agriculteur pour récupérer les paniers de fruits et légumes. Donc beaucoup de déplacements qui expliquent de fait que l'impact principal du service était sur la logistique en lui-même. Donc on a retravaillé ces impacts, on les a transformés sous la forme de ce qu'on a appelé des éco-défis, donc une question sur comment pourrait-on finalement réduire cet impact. On a priorisé ces différents éco-défis et on a en face fait une recherche de stratégies, de solutions d'éco-conception pour pouvoir y répondre. Plusieurs choses ont été faites sur la partie logistique. La première, c'est qu'on a tout simplement, ça paraît bête, mais tout simplement optimisé les déplacements des concierges en regardant quel type de déplacement ils faisaient et en essayant de créer des parcours les plus optimisés possibles. On a aussi travaillé sur le type de mobilité en lui-même pour réfléchir à passer à une mobilité plus durable. Alors en passant à des véhicules électriques, en passant quand c'est possible à des vélos cargo. Et puis même, il y a une réflexion en cours qui est de se dire, est-ce que finalement passer par un partenaire qui est lui-même déjà neutre en carbone, je pense à La Poste en particulier, qui fait déjà des tournées et qui passe déjà dans ces entreprises pour déposer le courrier, est-ce qu'il n'y a pas aussi des parcours un peu intelligents à créer là-dessus? Donc un gros, gros travail sur la partie logistique qui leur a déjà permis drastiquement de réduire l'impact de cette étape-là du cycle de vie du service et en plus de réduire les coûts, puisqu'en optimisant cette partie-là, on a aussi optimisé les coûts associés. Mais il y a quand même un point qui reste important et qu'on ne voit pas forcément dans le cycle de vie, mais qu'on a vu en travaillant plutôt sur le découpage et la modélisation du service, c'est que finalement, le cœur des impacts d'une conciergerie d'entreprise, c'est pas tant la conciergerie en elle-même que les prestations qui sont proposées. Le pressing, par exemple, pose problème en termes d'impact. Donc c'est un des exemples qu'on a pris par la suite. Ce qui a été, je parlais de zone d'influence tout à l'heure aussi. On s'est vite rendu compte que finalement, les conciergeries rennaises, leur zone d'influence principale à elles, c'était de travailler sur leur propre partie de l'offre. Donc la mise en place d'une conciergerie, les éléments physiques qui étaient mis en place dans la conciergerie, les éléments de marketing, la logistique, etc. Mais sortis de là, ils n'avaient pas la main et l'influence pour obliger quelque part leurs partenaires, donc cordonniers, pressing, etc., à être eux-mêmes dans cette dynamique-là.
Donc, on a travaillé sur une phase plutôt d'éco-sélection des partenaires. Vous avez là un extrait, on a imaginé à quoi pourrait ressembler une grille de sélection de ces partenaires pour qu'ensuite les conciergeries rennaises puissent aller finalement challenger leurs partenaires en leur expliquant leur démarche, en leur proposant de s'y intégrer. Si c'est le cas, eh bien, tant mieux. Il y a une logique, une volonté de les accompagner et d'y aller vraiment de manière collective vers la notion d'éco-conciergerie. Et puis, si c'est pas le cas, eh bien, décision il y a de quitter le partenaire pour trouver un partenaire plus vertueux. On voit que cette question de la zone d'influence, elle est quand même assez importante et il y a une vraie nécessité à embarquer tout l'écosystème du service dans une démarche la plus vertueuse possible. Ok, super. Euh, voilà, donc la conclusion, ça tombe bien, mais très rapidement pour... Ouais, la conclusion, c'est simplement, voilà, nécessité de prendre conscience que quand on fait des services, qu'ils soient liés à un produit ou pas, il y a vraiment une nécessité de comprendre le système dans son ensemble et d'aller vers des services qui soient les plus simples possibles, les plus respectueux de ce que j'appelle les actants, c'est-à-dire pas uniquement les humains comme on a eu tendance à le faire pendant très longtemps en design, mais vraiment l'ensemble des éléments hétérogènes, vivants, non vivants qui participent à ce service. Et puis voilà, aller dans une logique positive, c'est quelque chose sur lequel j'insiste de plus en plus. On a une vision assez pessimiste parfois de l'avenir et des services qu'on peut proposer. Et on peut imaginer des services qui soient vraiment positifs et qui apportent quelque chose pour les humains, mais pas que, et qui soient entièrement éco-conçus pour en limiter les impacts. Ok, super. Et puis également pour reformuler de mon côté, voilà, vous pouvez retenir que, voilà, si dans votre entreprise, je ne sais pas le bon partage, je m'excuse. Voilà, ce que vous pouvez retenir, c'est que, voilà, vous voulez faire évoluer votre service. Aujourd'hui, il faut faire passer vos équipes dans cette démarche avec différents jalons et idéalement accompagné par un expert qui va vous permettre aussi, entre guillemets, de faire confiance à une méthode de travail, d'être dans une position confortable où on va vraiment vous guider sur différentes étapes. Mais qui a la capacité à éco-concevoir vos services? C'est vous-même et vos équipes, puisque c'est vraiment trouver, on va dire, une conception de service dans un environnement très contraint. C'est en fait la conception, on le fait dans un environnement très contraint. Et donc voilà, donc finalement, rassurez-vous, là, après, il faut faire, je dirais, confiance à ce processus de développement qu'on va appeler un processus d'éco-conception. Et donc là, on a vu un exemple d'outil pour de l'éco-conception de services. Et justement, je fais le lien ensuite avec, mais justement, c'est intéressant parce qu'il y a des aides et des accompagnements disponibles. Alors, au niveau ADEME, alors là, vous avez vraiment tout le détail, mais voilà, aujourd'hui, vous pouvez faire appel à du cofinancement ADEME pour bénéficier d'un accompagnement sur de l'éco-conception de services. Et donc là, avec Biwoo, vous avez un acteur qui est spécialisé sur ce sujet. Alors, vous aurez les supports de présentation. Retenez une seule chose, c'est que en fait, l'ADEME a augmenté son taux d'aide en 2024. Donc voilà, donc si vous êtes une grande entreprise, c'est passé de 50 à 60%. Si vous êtes une petite entreprise, c'est passé de 70 à 80%. Donc voilà, l'ADEME veut vraiment continuer à voir des entreprises, et la région Grand Est, voir des entreprises s'engager en éco-conception. Donc si vous avez, on va dire, envie de vous lancer dans l'aventure, il y a vraiment tous les dispositifs qui sont là. En Grand Est, vous avez également des dispositifs spécifiques. Alors, pour information, on a cet accompagnement collectif pour les entreprises qui veulent éco-concevoir leur packaging. Donc avec cette fois-ci des acteurs spécialisés sur la partie éco-conception packaging. Alors vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour candidater. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec mon collègue Louis Fierce. Donc les coordonnées s'affichent ici. Si vous êtes vraiment au tout début de la démarche de réflexion, vous pouvez faire appel on va dire vos différents conseillers CCI en environnement, et on peut faire avec vous ce qu'on appelle un format visite éco-conception. C'est pris en charge à 100% par l'ADEME et la région, et ça vous permet voilà, de voir où est-ce que vous en êtes sur ce sujet de l'éco-conception dans vos entreprises, et y compris éco-conception de services. Voilà, si vraiment vous êtes, on va dire, ambitieux, il y a également un accompagnement collectif making durable
Donc là, pour faire de l'éco-conception produit-emballage, donc là, ça sera sur l'année prochaine. Date limite de candidature, donc c'est octobre 2024, et je suis votre contact pour ce sujet. Et puis, tout dernier point, donc voilà, donc on travaille également avec les entreprises sur tout ce qui est maintenant adaptation au changement climatique. Donc là, pareil, vous avez du conseil CCI pris en charge à 100% par l'ADEME et la région, qui vous permet aussi d'aller commencer à avoir un début de plan d'action sur, hélas, on sait que dans les 10 ans qui viennent, il y aura plus de périodes de canicule, plus d'inondations, plus d'impact du changement climatique sur vos activités d'entreprise, et en fait, c'est déjà le moment de développer un plan d'action. Voilà, et on se retrouve prochainement, donc ce sera le 5 juillet prochain, avec un nouveau webinaire, avec témoignage d'Axon Cable, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la production de câbles, et également le groupe Semin, qui, elle, est spécialisé dans le développement de produits pour le bâtiment, notamment enduit plâtre, mais maintenant également tout ce qui est isolant thermique. Voilà, bah, encore une fois, désolé, on a un peu dérapé au niveau du timing. En tout cas, bah, Florie, merci pour votre intervention, c'était vraiment Avec très plaisir. intéressant. Voilà, ça permet de vous montrer, il y a des outils, il y a des méthodes, donc si vous avez envie d'y aller, bah, vous avez également des experts sur le sujet. N'hésitez pas à, on compte sur vous pour nous donner votre feedback en renseignant le questionnaire de satisfaction et de besoin. Ça sera également l'occasion pour vous d'indiquer si, bah, parmi ces différentes propositions de conseil CCI ou de conseil BIOU, certaines vous intéressent, indiquez-le nous et on reprendra contact avec vous par la suite. Voilà, très bien, bah, du coup, bah, peut-être un dernier mot, on va dire, de conclusion du webinaire, Florie. Ouais, j'ai essayé de répondre là au fur et à mesure du coup aux, aux questions que j'ai vues passer. Ah oui. N'hésitez pas si j'ai pas eu le temps de vous répondre à bah, nous envoyer un petit message effectivement à Ronan et moi, alors que ce soit sur LinkedIn ou par mail ou comme vous voulez. On sera à votre disposition pour répondre aux questions qu'on n'a pas pu prendre et j'en suis désolée. Je vous remercie en tout cas et j'espère que ça a ouvert des perspectives intéressantes pour vous. Il y a beaucoup de choses à faire. On est au début de l'histoire encore de l'éco-conception des services. Et donc, on a des belles histoires comme les 2 exemples qu'on vous a donnés aujourd'hui, mais on en a aussi d'autres qui sont en cours et qui seront, je pense, des cas d'usage intéressants aussi à regarder par la suite en termes d'exemples d'éco-conception de services. Super. Très bien, bah merci, bah bonne fin de semaine à vous et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.